Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse et on commente l'actualité régionale, nationale et quelquefois internationale. Cette semaine, pour analyser tout ça avec moi, j'invite monsieur, je suis très heureux d'ailleurs de l'avoir avec moi encore cette année, monsieur Jules Simard. Bonjour, salut monsieur Pierre, Simard. ça va? Ça va bien toi? On est en forme, il le faut, à cette début de saison. Oui. Où est-ce qu'on devrait être appelé encore une fois, et nous le supposons correctement, commenter donc l'actualité, comme tu soulignes, avec au billet local tout à l'heure. Oui, très local. C'est vrai, très local. On commence toujours par le local. Deux choses. Comment tu trouves nos nouveaux studios? Ah, j'ai bien, hein? Ouais. C'est numéro 1 parce que ça... Ben là, on va s'asseyer debout, là, on va voir si ça va faire. Est-ce que l'âge va paraître? Peut-être, mais peut-être pas aussi. On verra. On va voir, ton exercice de la journée. Exact. J'aimerais aussi préciser que cette émission-là est enregistrée une semaine avant qu'elle soit diffusée. Donc, oui, on va parler des élections, mais en ce moment, quand vous écoutez, les élections sont passées, il y a un nouveau gouvernement en place. On va quand même discuter, commenter, réfléchir sur la dernière semaine de campagne, mais c'est certain que ça n'a aucune incidence sur les élections puisque l'émission est enregistrée a priori des élections du 1er octobre. Donc, tu es prêt à te lancer? Alors, on y va. On y va. Donc, on va débuter par le local, clairement local. Juste, tu nous parles de l'édifice C.A. Gauthier. En fait, c'est la ville de Talbot-Mistassini qui a acquis l'ancienne caisse populaire, le local de l'ancienne caisse populaire de Mistassini. OK, la ville a donc acquis cet édifice. Et pour le convertir en un édifice pour les services municipaux de loisirs, entre autres, qui vont être localisés là, mais aussi offrir à des organismes du milieu un pied à terre, si je peux m'exprimer ainsi. Tu sais, le Festival du Bleuet, oui, on le sait, il n'y a pas une forme de permanence, mais il y a des gens qui sont assez régulièrement là-dessus, et ça va leur permettre d'avoir dans ce local-là un endroit où est-ce que tu peux faire ta réunion de conseil, comme on dit, ou du comité organisateur. Et c'est à des organismes comme cela que l'on veut offrir ce local qui est là. Moi, je trouve l'idée numéro 1. Et l'autre bonne idée, c'est que la Ville a décidé donc de mettre de l'avant sa politique de nommer des édifices publics ou des rues au nom de personnalités qui ont fait l'histoire de Talbot-Mistassini. Et je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté, et non seulement de l'édifice C.A. Gauthier, mais à côté de l'homme qui a marqué aussi l'histoire de Mistassini et du comté de Roberval et du Québec et de la scène fédérale aussi. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, C.A. Gauthier, c'est qui? C.A. Gauthier était, au départ, c'est un commerçant à Mistassini, dans à l'époque. OK, qui avait fait aussi, il y avait les pompes funèbres avec lui, il y avait aussi un édifice, un commerce au niveau des meubles, OK, qui était propriétaire. Il s'est lancé en politique comme au début des années 60 comme créditiste. Il faisait partie donc de ce qu'on appelle la vague du début des années 60 au niveau fédéral avec le parti créditiste de Réal-Cahouette. Et il y avait donc C.A. Gauthier aussi qui a été élu député et qui a fait plusieurs mandats comme député donc fédéral du Crédit. Et à la fin, le Crédit social, après la mort de Réal-Cahouette, il a été le chef de ce parti à l'échelle nationale, donc C.A. Gauthier. C'était le politicien, et c'est un peu pour ça, et tu vas voir que la relation qu'on fait avec l'édifice, ce à quoi on veut le mettre, est importante, parce que c'est un gars qui était aussi très impliqué dans son milieu à Mistassini, et comme homme d'affaires, mais aussi, il a été un des artisans de la création de la Caisse populaire de Mistassini. Il a travaillé beaucoup dans des organismes bénévoles aussi, dans le secteur de Mistassini. Et il y avait toujours eu une préoccupation, pour l'avoir rencontré à quelques reprises du temps où j'étais un très, très, très jeune journaliste et que lui était encore politicien, ça nous permettait de le rencontrer. Et c'était, entre autres, quelqu'un qui était
très près des gens. On avait une image de lui qui faisait en sorte que lorsqu'il arrivait d'Ottawa, puis il voyageait à Ottawa du dimanche en montant en train, à partir d'ici, et il allait jusqu'à Ottawa en train. Donc, il était dans le temps, là, tu sais... Il avait le temps pour travailler dans le train. C'est ça, il y avait cet élément-là. Et il revenait le vendredi en train pour être ici. Et le samedi matin, l'image qu'on avait, c'est qu'il était sur une ferme d'agriculteurs dans le comté de Roberval, le pied sur la botte de foin, comme on disait, et qui discutait des problématiques, effectivement, des agriculteurs d'ici. Ça nous manque des politiciens comme ça. Et c'était aussi quelqu'un. Tu avais un problème d'assurance chômage, tu appelais le bureau de CA. OK. Et tu étais sûr d'une chose, c'est qu'on réglait ton problème. Est-ce que tu avais ton chèque? Je ne veux pas savoir exactement le payant, mais lui, là, c'était reconnu, ça. Tu avais un problème d'assurance chômage, tu appelais le bureau de CA, puis il te réglait ton problème. Donc, ces employés, les employés, les attachés politiques, on ne les appelait pas de même dans le temps, mais les attachés politiques savaient où aller frapper pour pouvoir être en mesure de régler ce genre de problématique-là. Alors, c'était vraiment le politicien très, très près des gens qui étaient ici et qui passaient... on votait CA, on ne votait pas créditiste dans le comté Roberval. On votait CA Gauthier. Et c'était une époque où on votait pour le candidat. Le candidat avant tout. OK? Ouais. Alors, il a donc marqué. Tu comprends que quand on a décidé, je pense, il paraît que ça a fait l'unanimité d'ailleurs au niveau du comité chargé d'analyser le nom qu'on donnerait à cet édifice-là, naturellement, on ne pouvait pas passer à côté de C.A. Gauthier. Puis l'édifice en tant que tel, tu me dis, c'est l'édifice de la Caisse populaire? La Caisse populaire. Qui est en ce moment à Mistassini. Qui est à Mistassini, qui a été acheté par la ville de Dolbeau. Donc la Caisse de Mistassini va... est fermée. OK. Elle est fermée. Sauf que dans l'entente qui a été vendue, l'édifice a été acheté au coût de 300 000 par la ville. OK? Et il y a 75 000 la Caisse a gardé pour une période de 10 ans les guichets automatiques dans cet endroit-là en offrant 7 500 de loyer annuellement pour pouvoir être en mesure de le faire. Et le 225 000 qui reste, OK, va être réinvesti dans le secteur Mistassini, dans un projet communautaire qu'on devrait connaître au cours des prochaines semaines. C'est ce qu'on nous indiquait. Alors, le président du conseil d'administration de la Caisse populaire, donc du nord du Lac-Saint-Jean, c'est demain qu'elle porte son nom, M. André Martel, nous indiquait lors de la conférence de presse qui a été faite qu'effectivement, le projet, l'idée du conseil d'administration, c'était de faire en sorte que oui, on vendait un édifice qui est quand même très moderne et très neuf, avec tout l'ameublement dedans. Tout a été vendu pour 300 000 et de faire en sorte que cet argent-là, cet argent-là qu'on recueille, a été amené par les jeunes Mistassini, parce que c'était la Caisse. Donc, elle retourne dans le milieu. Cet argent-là, il n'était pas question pour la Caisse de faire un profit pour faire un profit. C'était vraiment de réinvestir. Alors, c'est le numéro un. Et puis là, c'est les organismes culturels qui vont là, mais ils sont déjà... les organismes culturels vont maintenant aller en haut de la salle de spectacle. OK. Ce qui va être amené à... ça va être, entre autres, les services des loisirs, donc, qui s'en va là. Le service, on vient de nommer quelqu'un au niveau du... tourisme. Donc, cette personne-là s'en va là. On va avoir un développeur économique, là, ou une développeuse économique, là, qui va être embauchée. Et, pas nécessairement lobbyiste. Oui, OK, je comprends. Qui, là aussi, va avoir ces bureaux-là. Les organisations comme le Festival du Bleuet, le Festival des Brasseurs, vont donc avoir un endroit pour un local pour s'amasser. En plus, c'est parce que ce que le maire Cloutier disait, puis c'est fort, c'est ce qu'on veut viser, c'est qu'on veut faire en sorte qu'il y ait comme une forme d'osmose aussi entre toutes ces organisations-là. Où est-ce qu'on peut se rendre compte que peut-être qu'on a des formes d'échange de services qui peuvent se faire, qui ne nous coûteraient rien et qui permettraient à ces organisations-là de pouvoir mener. Moi, je trouve vraiment, ça a été, je pense que c'est un des bons coups
au niveau municipal, de se porter acquéreur, premièrement, de ce qu'on pourra peut-être appeler à un moment donné un édifice patrimonial dans le milieu, mais permettre de le municipaliser et de faire en sorte qu'il soit utilisé par les citoyens et citoyennes de Dolbeau-Mistassini et aussi que des services soient très bien représentés. Et l'ancien édifice, qui est au niveau donc de la salle de spectacle, là, oui, on va plus particulièrement mettre des organisations à caractère culturel. On parle au moment où on se parle, on sait qu'il y a des cours de danse, disons, je ne te parle pas de la troupe Madivut, là, qui, eux autres, ont un autre projet, comme on le sait, de s'intégrer à la nouvelle piscine là, qui va être construite, ce complexe-là, mais en tout cas, on n'ira pas plus loin là, pour l'instant. On en est à des projets là-dessus. Mais, tu sais, il y a des cours de danse qui se donnent, or qui vont maintenant pouvoir bénéficier de la salle au niveau de la salle de spectacle. Et ces organismes-là vont aussi avoir pour les cours, pour leur activité aussi. Donc, à partir de ce moment-là, ça va se faire dorénavant. Tous les organismes culturels de la ville devraient avoir une place, entre guillemets, à cette salle, en haut de la salle de spectacle. Bien, c'est une très bonne initiative. Bravo, conseil municipal. Maintenant, couvent des Augustines. Là, c'est sorti dans les médias cette semaine. Le couvent qui a été... Ah, bien, je m'excuse. Ouais. Ça l'a sorti à la télévision locale du secteur, dans le cadre de mon émission. OK. Un scoop. En avril dernier. OK. Je sais que Radio-Canada l'a présenté comme étant une exclusivité, mais nous étions exclusifs. Mais en fait, je pense que la nouvelle en ce moment, c'est pas ce qui se passe avec le gouvernement des Augustines, c'est que là, il y a une poursuite de 12 millions. C'est ce qu'on avait annoncé. Lui, ce qu'ils ont pu obtenir à Radio-Canada, c'est le document effectivement relatif à la poursuite officielle qui a été déposée juste dernièrement. Moi, dans le temps, quand on avait sorti cette nouvelle-là, on savait qu'il y aurait une poursuite, mais on n'avait pas pu obtenir les détails, naturellement, de cette poursuite. Donc, je rappelle les faits, couvent des Augustines qui a été construit il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas la date exacte, 3 ans, beaucoup de 9 millions. Et là, on se retrouve aujourd'hui où les Augustines peuvent même plus habiter là. Donc, depuis l'hiver dernier. Oui, ils sont rendus à Chicoutimi chez les Ursulines, si je ne me trompe pas. Au couvent des Augustines, à Chicoutimi aussi. OK, j'avais compris les Ursulines, mais pendant que les Augustines, tu as raison. Il y avait un couvent des Augustines à Dolbeau-Mistassini, un couvent des Augustines aussi à Roberval et un à Chicoutimi. OK. Donc, en tout cas, je suis très connaissant. C'est ton histoire religieuse. Non, je suis allé faire un tour cet été au Musée des Augustines à Québec. OK. Et on a toute l'histoire, naturellement, de cela. Et j'ai eu la chance d'être guidé par une des religieuses qui travaillait à Roberval pendant toutes ces années, mais je me souviens malheureusement pas de son nom, je ne l'essaye pas, là, OK? Ouais. Mais à un moment donné, j'entre dans la salle, puis je la vois apparaître. Bon, j'ai dit, je la connais, elle. Je lui ai dit, je l'ai déjà vue quelque part. Alors, elle se présente, et en se présentant, elle nous dit que, bon, oui, elle était à Roberval. Elle a, entre autres, travaillé au niveau des soins palliatifs à Roberval. C'était une des initiatrices, c'est pour ça que je l'avais déjà vue. Ouais. J'avais déjà couvert une conférence où elle était là. Et, bon, je me présente aussi, bon, je le suis retraité, ex-journaliste. Fait que là, je la vois réagir un peu. Et on fait la visite. Vers la fin de la visite, ben, j'ai quand même une question à vous poser, ça. J'ai dit, vous le savez, j'étais journaliste, donc, tu sais ce qui va se passer avec le monastère à Dolbeau-Mistassini. Puis? Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas parler là-dessus. Par contre, elle déplorait effectivement tout ce qui est dans cette histoire-là. On ne pouvait plus habiter le monastère parce que, oui, il y avait les champignons, oui, il y avait des défauts, des infiltrations d'eau. Elle n'allait pas aller dans le détail là-dessus parce que tout était... Mais est-ce qu'elle trouvait dommage? C'est pas injuste parce que les Augustines se ramassaient avec moins de... un monastère de moins, OK? Elle, ce qu'elle trouvait, c'est que toutes les activités qui étaient là, les services que l'on rendait, la population à qui
on s'adressait peut-être plus particulièrement. Entre autres, il ne faut pas oublier que c'était là qu'on faisait le fameux IPCA, oui. qui est un des produits donc naturels qui est mis en vente et préparé. Ça se fait à Chicoutimi, au monastère à Chicoutimi, parce qu'on l'avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On le sait-tu? Est-ce que l'entrepreneur a parlé? Non, l'entrepreneur n'a jamais parlé, moi, à ma connaissance. Il n'a jamais, s'est jamais adressé. Donc, c'est beaucoup par pas les médias, mais les avocats dans le dossier. Et lorsqu'on en a parlé, nous, la première fois en avril dernier, de cela, il devait y avoir présentation, effectivement, d'un dossier à la Cour pour pouvoir être en mesure de vérifier ce qu'il y en a. C'est-à-dire que, comme il y a eu des problèmes qui semblerait-il, entre autres d'infiltration d'eau, de moisissures dans les murs, on avait ouvert tous ces murs-là et dès que l'analyse a été faite, là, on a complètement arrêté les activités. Et ça date du début du mois de février. OK, depuis le début du mois de février, il n'y a plus aucune activité dans le monastère. On est tous d'accord que c'est anormal qu'après 3 ans... Ben oui, c'est ça, là, tout le monde là, se regarde. Donc, repéré. on a fait un paquet d'analyses techniques là, qui sont là-dessus. Et donc, ça a amené au dépôt de la poursuite là, actuellement contre l'entrepreneur qui l'a construit, et la firme d'architectes et les, pas soumissionnaires, mais les sous-traitants dans la construction. C'est un triste dossier, parce que c'est triste quand on est obligé d'aller en cours, en fait, pour régler ce genre de litige-là, mais tu sais, à un moment donné, mais là, je pense que tu n'as pas le choix là, de te ramasser en cours là-dessus, même si, et j'entends encore la responsable me dire cet été que ils ne font pas ça pour l'argent, cette poursuite-là. Sauf que, bon, le fait que tu as une activité qui était faite par les Augustines dans le milieu, qui ne sont plus. Ils sont plus ici, là, ils sont rendus à Chicoutimi, là, tu n'as plus, là. Alors, tu as quand même un travail qui se faisait énormément par les Augustines. Pour être allé au Cristal, c'était extraordinaire. Exact. Les services qu'ils offrirent là pour la santé mentale, pour la réinsertion, épicéa, etc. C'était fantastique. Et c'est pour ça que ça permet de faire en sorte que on voit qu'il y a un regret. Mais tu ne peux pas laisser quand même un dossier comme cela sans savoir, sans non seulement connaître. Tu sais, il va dire, qu'est-ce qu'on va faire, là? Est-ce que l'édifice, à la suite du procès, l'édifice, c'est venu dans le débâti? Tu te rends compte, tu as un patrimoine encore, j'entends notre ami Jean-René parler, notre patrimoine collectif, parce que même si c'était un bâtiment qui avait été rénové, refait, il reste que la base était la même, là, OK? Et ça permet de faire en sorte qu'on a encore du patrimoine collectif. Dossier à suivre. Salaison-Besson, investissement de 1,5 million. Là, Salaison-Besson, c'est une institution ici là, qui est jamais... c'est ça, quand ça le dit, là. C'est du Besson. Oui, choix numéro 1, de voir que des entreprises locales, et d'ailleurs, c'est la relève dans cette entreprise-là maintenant qui est aussi là, le propriétaire. Je dois dire que, tu sais, ça a été bâti à la base sur c'était mon oncle qui avait ça. Avant que les Besson récupèrent tout ça, c'était l'abattoir la Renégé, qui était mon oncle, qui est décédé maintenant. Mais c'est aujourd'hui, on voit que ça continue depuis des années. Là, Exact. Donc, quand tu mets 1,5 million, ça doit être... Je n'ai pas en tête les statistiques d'embauche de cette entreprise. C'est quand même plusieurs employés qui travaillent et qui assurent la qualité des produits. Les produits, il y avait les cretons. Je me souviens d'avoir discuté avec, à un moment donné, le père. Monsieur Besson. Oui, Monsieur Besson lui-même. Et qui disait que, tu sais, les cretons de Besson, quand ça a commencé,
c'était ah ouais, on en achète, puis c'était c'est très bon. D'ailleurs, on en achète encore. Ben oui. C'est bon, mais ça, cet investissement-là, c'est pour se mettre au goût du jour, pour développer plus de production. Ce que j'ai lu, c'est qu'on ne toucherait pas à la qualité, j'espère, parce que c'est ce qui fait ta marque de commerce, il ne faut pas que tu touches à ça. Donc, un bel investissement par chez nous encore. On voit qu'il y a un beau dynamisme, je trouve, économique quand même. On en regarde, des fois, tu te promènes dans le mail, tu dis, il y en a encore un de fermé, il y en a encore un de fermé. Oui, au niveau commercial, c'est peut-être non pas plus difficile, c'est parce qu'il y a des habitudes qui changent au niveau commercial. Et ça fait en sorte que peut-être que certains espaces commerciaux sont peut-être... Mais par contre, au niveau des industries, que ça c'est l'industrie du bleu, que ça c'est Salaison Besson, au niveau de ce genre d'entreprise-là, on voit qu'il y a, oui, des entrepreneurs et des entrepreneuses qui s'y donnent et aussi, on a quand même de bons résultats et qui font en sorte qu'on peut assurer une forme de pérennité. Bien, c'est ce qui fait aussi la promotion de l'achat local. On sait comment c'est important l'achat local et quand on est attaché à nos produits, c'est certain qu'on veut continuer de les acheter et de les avoir. Ça m'amène à mon prochain point sur le coureur des bois qui va maintenant pouvoir distribuer sa bière à la salle de spectacle, dans les arénas de la ville. Je trouve aussi que c'est une belle mesure qui permet d'encourager l'achat local, l'entrepreneuriat local, puis la diffusion de produits locaux qui sont d'une grande qualité. Hein. Oui, exact. Et tu sais, ça origine aussi de la nouvelle loi, pas de la nouvelle loi, de la loi qui a permis justement cette libéralisation au niveau de l'embouteillement. Ce que je dis là, l'embouteillage pour les microbrasseries. Et on sait qu'il y a eu quand même un investissement de tout près de 1 million de dollars justement pour pouvoir être en mesure que le coureur des bois puisse maintenant vendre et embouteiller sa bière pour pouvoir la vendre. Alors, le fait qu'on puisse avoir dans d'autres endroits publics que juste la microbrasserie, de cette possibilité d'acheter de la bière qui origine d'ici, c'est un plus, oui, pour l'entreprise locale, mais c'est aussi un plus. Je me suis ramassé à un moment donné à Québec, je voulais justement acheter toutes les bières du monde, comme on dit, là, OK, il y a un endroit. Et il y avait effectivement les produits de la microbrasserie. Et maintenant, c'est fou. Là. Moi, je sais que dans l'épicerie à Saint-Gédéon où j'habite, écoute, c'est extraordinaire. Toutes les sortes de bières qu'on peut acheter maintenant. Puis on est tellement habitué à ça, des fois tu rentres, ça m'arrive encore de rentrer d'un dépanneur, d'un endroit que je connais pas, je vais aller m'acheter de la bière parce que je suis à Québec ou ailleurs, je sais pas. Et là, je rentre dans le dépanneur, puis je fais, mon Dieu, qu'il n'y a pas de choix, par rapport à chez nous, où on est vraiment axé sur le choix, la diffusion de ces beaux produits locaux-là. Parlant encore d'entreprises locales, les épiceries communautaires de la région qui ont fait un gros pas en avant, qui se sont regroupées pour entrer le vrac, en fait, dans les 4 épiceries communautaires de la région. Et aussi, ça c'est le premier changement, qui est très bon parce qu'on sait que ça prend moins de plastique, moins d'emballage, etc. Mais aussi d'ouvrir ses portes à monsieur et madame tout le monde parce qu'on sait qu'à la base, les épiceries communautaires étaient beaucoup pour les gens qui avaient des faibles revenus. Maintenant, on permet à monsieur et madame tout le monde de venir, vont payer les produits, on dit 30 % plus cher qu'une personne à faible revenu. Mais encore, c'est très concurrentiel avec ce qu'on trouve dans les épiceries. Et je pense que le vrac, c'est l'avenir. On parle beaucoup du zéro déchet, mais en fait, ça commence. Mais je pense que dans les années à venir, on le voit avec la bataille contre le plastique, entre autres, un peu partout. C'est un des prochains combats. Il va falloir se mettre de l'avant. Et je trouve que les épiceries communautaires ont une belle vision d'avenir là-dessus. Et ça fait maintenant... Moi, ça va faire 2 ans que j'ai arrêté de faire du journalisme Mais qu'est-ce que tu direct. fais ici? Je me suis direct, entre autres, au Nouvel Hebdo, on le sait. Et à ce moment-là, j'avais fait, dans mes derniers reportages, entre guillemets, on avait parlé de ce regroupement-là qui commençait, et dans le temps, oui, un des leaders était celui de l'épicerie communautaire à Mistassini. On sait qu'il y avait mis de l'avant aussi un peu. Puis il est très dynamique. On avait effectivement mis de l'avant ce regroupement. Et ce regroupement-là permettait à ces épiceries d'avoir un pouvoir d'achat intéressant au niveau régional, donc de pouvoir continuer de mettre leurs produits un peu moins chers pour les personnes à faible revenu. Or, on voit ce que ça donne comme aboutissement, oui, sur un projet comme le VRAC. Il reste que, bon, le VRAC, je veux pas me faire
un prophète de malheur, là. Mais on me disait, ouais, bon, tu sais, c'est quoi, hein, toute la problématique des personnes ayant des allergies alimentaires, entre autres. Bon, on dit, bon, mais le vrac, une des difficultés, c'est que, oui, supposons que tu es allergique aux arachides, il arrive souvent de fois que dans des produits en vrac, le test au niveau des produits avec des traces d'arachides peut quand même être là. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde... C'est parce que si tu es allergique, je pense que c'est à toi à prendre de précautions, puis tu le sais que le vrac, ça peut être c'est ça. Donc, c'est donc à dire que je pense que c'est pas pour toi. Non, bien, c'est justement, c'est pour ça que je veux l'amener en disant que, bon, oui, c'est correct, oui, en termes de produits, c'est une façon de pouvoir... Mon Dieu Seigneur. C'est sûr. Par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des contraintes, entre guillemets, qui peuvent être liées à cela. Et ces contraintes-là, bien, il s'agit de s'en informer avant d'y aller. Dernier point sur le local, début de la construction de la route de Vauvert après 1000 ans d'attente. Non, mais je dis ça parce que j'ai habité à Vauvert longtemps, puis c'est une problématique on faisait du patchage à toutes les années, là. Mais là, finalement, on commence la construction, la réfection de la route de Vauvert. Et oui, et cela est fait depuis lundi dernier, donc on est diffusé donc, après le 1er octobre. Le 1er octobre, on a donc amorcé les travaux de réfection de cette route-là qui va faire en sorte que pendant tout l'hiver, on ne pourra pas passer et on ne peut plus passer par la route qui nous conduit à Vauvert en passant par Sainte-Marguerite-Marie. OK? Or, là, tout le trafic va se faire de l'autre côté. Par Péribonka. Par Péribonka, par le petit Paris, comme on dit, pour pouvoir être en mesure de se rendre chez soi, si on demeure là. Alors, c'était déjà long. Oui, c'est ça. Mais là, tous ces éléments-là sont maintenant mis en marche parce que, c'est ça, on procède à refaire toute la route de Vauvert, sa fondation, et ça devrait durer 10 mois. Ben oui. OK? C'est ça. Et on devrait être revenu en opération pour juillet 2019. On le souhaite. Et ça va permettre donc un investissement de 12 millions de dollars pour refaire cette route. Enfin! On ne lâche pas les gens de Vauvert. On sait que ça va être une année difficile d'attente, mais après ça, c'est la première fois. Oui, première fois. Oui, parce qu'après, ça va être l'autre secteur, le Petit Paris, qui va demander d'être revu. Là, plus que revu. Il faudrait et remis en opération. Super, merci beaucoup. Nous, on s'arrête pour une petite pause et on vous revient tout de suite après pour l'actualité nationale et internationale. À tout de suite. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. Tout est arrivé parce que je parle français. Si j'avais pas appris le français, j'aurais pas eu un travail en français. J'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Deschamps. J'aurais pas fait des tournées partout au Québec. J'aurais pas eu 3 belles filles qui parlent français aussi. Alors non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Je suis ici au Québec depuis 1 an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui dis, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs.
Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 On est encore là et on continue à parler d'actualité. Bon, on ne peut pas passer à côté des élections provinciales. C'est, bon, on en parle beaucoup, une campagne. Je trouve qu'il y a beaucoup de diffusion d'informations. Je ne sais pas si c'est l'arrivée des réseaux sociaux qui fait qu'on en a autant. Bon, moi, j'ai quelques coups de gueule à donner, là, parce qu'il y a des choses que je trouve un peu inconcevables. Tu me permets-tu d'amener l'élément suivant avant qu'on amorce la discussion? Oui, je suis parfaitement d'accord et je trouve ça honnête de ta part. OK, on sait que, bon, oui, j'ai voulu me remettre un peu dans le bain d'une campagne électorale. Et oui, cette année, je me suis impliqué, je le dis très honnêtement, davantage au niveau du Parti québécois par l'intérieur. OK? C'est pour ça que je n'ai pas couvert la campagne en soi comme journaliste, mais je l'ai vécu de l'intérieur. Alors, oui, peut-être qu'on peut m'accuser que des propos que je peux tenir ont l'air d'être teintés. J'espère que non, parce que je vais m'organiser pour être ce que je suis habituellement. Je vais te remettre. Mais je tenais à le mettre au Mais c'est correct, on est tous à quelque part teintés. L'émission s'appelle « Qu'en pensez-vous » parce qu'on a le droit d'exprimer notre opinion, tant que c'est bâti et qu'on est capable de le défendre avec des arguments. Et je le rappelle, en politique, il n'y a pas de vérité. C'est toujours des valeurs qu'on a et qu'on les exprime à travers différents partis, différents programmes. Pour chaque problème, il y a une solution différente par parti. Des fois, c'est une non-solution, là, ça arrive aussi. Bon, campagne, on a vu un déluge de promesses. On dirait qu'il fallait promettre quelque chose pour chaque petite personne. Certains vont parler de clientélisme. Puis en même temps, bien là, quand on fait des projets trop de société, on a l'impression qu'on oublie les gens sur le terrain. Bon, dernière semaine. C'est quoi ton analyse de la dernière semaine? Là, on le sait que tout ce qu'on va dire n'a aucune incidence, parce qu'en ce moment, quand vous écoutez ça, l'élection est passée. Oui, c'est ça. Un gouvernement, mais on peut quand même analyser la dernière semaine. La semaine prochaine, on va analyser les résultats électoraux. Ça va être quand même assez fascinant. Comment tu analyses cette dernière semaine-là? On sent, ça fait longtemps que ça n'a pas été comme ça, mais c'est extrêmement serré un peu partout au Québec. Tous les scénarios, bien, pas tous les scénarios, mais il y a beaucoup de scénarios possibles. Gouvernement minoritaire, entre autres, gouvernement de coalition, gouvernement majoritaire est encore possible, comment va sortir le vote, etc. Moi, j'aimerais préciser, on va démoniser là, beaucoup les gouvernements minoritaires. On le fait déjà peut-être si c'est le cas présentement. J'aimerais rappeler que c'est juste qu'on n'est pas habitué. Foncièrement, on est habitué au bipartisme, avec un parti qui gouverne, l'autre parti gouverne, et là, quand il y a un parti qui gouverne, l'autre parti trouve que le parti qui gouverne n'est pas bon, etc. Ça, on voit ça beaucoup. Mais clairement, ça fonctionne parce que là, on est dans la vraie, selon moi, démocratie. Les partis sont obligés de faire des compromis, de s'entendre. En Allemagne, qui est la première économie d'Europe, ça fait 12 ans qu'il y a des gouvernements qui sont minoritaires. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne moins bien ailleurs. Je pense à l'Italie, entre autres. Oui, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais là, c'est parce qu'il y a 25 000 partis. Là. Donc, il faut donner une chance. Puis j'espère que les politiciens vont être assez matures pour s'écouter et se parler, si c'est le cas d'un gouvernement minoritaire. Ça, je pense que oui. Mais globalement, j'aimerais peut-être regarder ce que moi, j'ai pu voir. Sur le terrain. Sur puis aussi sur la campagne proprement dite. Sur la campagne proprement dite et sur le terrain, ce qu'on a constaté, c'est qu'une élection fixe le 1er octobre, ou enfin au début d'octobre, comme on vient de l'avoir dans cette loi-là, ça fait en sorte que dans les régions comme nous... Les gars sont à la chasse. Non seulement les gars, mais les femmes aussi. Ouais. Et je dois te dire que même pour recruter le personnel... Je m'excuse. Même pour recruter le personnel des élections, où est-ce que c'était une des responsabilités que j'avais, moi, à le faire, tu appelles les gens qui, habituellement, ils travaillent pour le parti au niveau de l'élection. Ah, on pas cette année. Ah non, on va aller à la chasse, on va être parti à la chasse. Alors ça, ce phénomène-là, et je le dis pour toutes les parties en région, on a tous eu
ce même élément-là, c'est de faire en sorte que d'intéresser les gens à la campagne électorale, alors qu'on pensait qu'on est au début de septembre, je veux dire, tout le monde reprend les opérations, ça devrait être bon. Nous, là, ça a été dans le comté, OK, je suis convaincu qu'on a eu la même affaire au niveau du Parti libéral pour l'organisation. C'est excessivement difficile de mobiliser l'électorat à cette élection-là. Ouais. Je le dis. Mais là, c'est encore le rapport, en fait, ville-région. Je trouve qu'on a on a un peu délaissé, on le délaisse toujours pas mal, les régions, selon moi. Puis parlant du Parti libéral, ils ont sûrement eu de la difficulté, parce que moi, je trouve qu'ils ont fait une non-campagne dans Robertval. Là. On les a pas vus. M. Couillard a fait une apparition au début de campagne. Ça a été un des phénomènes, ça, on l'a aussi pas vu, qu'on a pu voir. Direct dans Robertval, ça a pas levé beaucoup, je vais te dire, je ne veux pas vendre ma salade, mais il y a eu trois candidats qui étaient sur le terrain. Et entendons-nous sur le terrain, exact, qui est originaire du milieu, le Parti québécois et Québec solidaire, qui s'étaient dans le milieu. Ben, si on ne les a pas vus dans certaines activités de masse, ou est-ce que... je sais qu'entre autres, au niveau du Parti québécois, il y avait une présence peut-être un peu plus soutenue parce que le candidat s'est effectivement présenté davantage, mais on n'a pas vu les autres. Et on ne les a pas vus, les autres candidats, dans le milieu à certaines de ces activités-là. Ça fait en sorte que, oui, on s'attendait à ce que Philippe, le député actuel soit moins présent dans le comté. Ça, on s'attendait à ça. Mais ça, ce phénomène-là a fait en sorte que certaines activités dites traditionnelles lors d'une campagne électorale n'ont pas... Les débats, ce genre de choses-là... Il y a quand même eu un débat à Saint-Félicien au cégep, mais en même temps, il y avait 3 candidats sur 5. C'est ça. En fait, tu avais 2 candidats qui étaient susceptibles de pouvoir faire une certaine performance, tandis que les 2 autres candidats, on ne les connaît pas et on ne connaît même pas les partis. Bon, mais ceci étant dit, c'est ce que je veux ramener, c'est que, oui, localement, la campagne électorale a peut-être été plus difficile ou à sens unique, c'est-à-dire que lorsque tu rencontrais tes gens, tu n'étais pas capable trop de savoir pour qui ils iraient. Ah, je suis indécis, mais tu avais une réception polie, comme on dit, aux candidats qui se sont présentés sur place. Ça a fait en sorte que, oui, dans le comté, on s'est dit, tu sais, il n'y en a pas de campagne électorale. On se l'a fait dire dès le début. C'est pas tout à fait vrai. Il y en a quand même une. Là. OK, on se comprend bien. Sauf que c'est plus de rencontres d'électeurs. Non, ça, on n'a pas pu avoir publiquement. On se comprend? On n'a pas pu avoir cela. Au niveau national, par ailleurs, on a pu l'avoir et ça fait en sorte que la campagne électorale, ici dans le comté Robertval, mais en région aussi, aujourd'hui, on dit souvent, lorsque tu fais une campagne électorale, c'est au niveau des chefs et des dirigeants que ça se mène. OK? Du national, comme on dit, que ça se mène. Et ça a fait en sorte que la couverture journalistique d'une campagne électorale devient maintenant un phénomène déterminant. Outre la question des débats, où est-ce que là, tu as un peu moins... Or, si dans le matin, en te levant comme journaliste, tu te rends compte que le chef de tel parti a mis ses souliers à l'envers, ça peut peut-être être ça, Colin, qui est la nouvelle dans la journée. Ça, là, écoute, je suis un journaliste. Non, moi, je trouve que je veux pas taper, mais le facile... Bien, on a l'impression que les journalistes ont suivi la campagne pour trouver des squelettes dans le placard, trouver des scandales, jouer sur la crédibilité des partis. Et moi, je pense qu'il y a des partis qui ont laissé couler des informations aux journalistes aussi pour nuire à des candidats. Oui, bien, on l'a eu, nous autres, chez nous. Ah oui. On l'a eu dans le comté Robertval. Je trouve ça triste parce que là, on est loin du débat d'idées. On veut des débats d'idées, mais foncièrement, monsieur et madame tout le monde s'intéresse au scandale. Exact. Je trouve ça triste. Je le disais la semaine dernière, on a tous des squelettes dans notre placard. Et si moi, Facebook avait existé quand j'étais adolescent, clairement, je ne travaillerais pas ici en ce moment. Oui, ben non, mais c'est officiel que dans la campagne, ce sont des phénomènes
qui, moi, m'ont marqué. Oui. OK? Et qui font en sorte que les gens, quand ils vont aller voter, oui, à cette heure, on regarde qu'est-ce qu'il y en a, tel sondage, tel sondage, tel sondage. Un sondage, là. Tu sais, si j'ai 30 de l'électorat du Québec qui veut voter pour le Parti libéral ou pour la CAQ, OK? Ou pour 20 c'est pour le PQ qu'on parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20 de ton électorat, donc tu vas former 20 de l'Assemblée nationale? Non. Non, mais non. C'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que l'électorat, c'est aussi, quand il vote, là, il vote au départ dans un comté pour faire élire quelqu'un ou quelqu'une dans un comté. Oui. Or, ça, là, moi, la lecture des sondages, j'en suis rendu, allergique. Mais ce qui est triste, c'est qu'on ne sait plus si le sondage reflète ce que la population pense ou la population pense après avoir vu le résultat d'un sondage. J'ai l'impression que c'est très volatile. Puis aussi, il ne faut pas oublier que, par exemple, le Parti libéral, puis ça, c'est connu, là, partent avec 25-30 comtés dans l'ouest de Montréal où ils gagnent les comtés à 70-75 %. Ça fait baisser leur taux de vote Exact. Pour ça, on en est rendu à se dire, est-ce que l'application ou l'analyse des sondages est révélateur de ce qui va vraiment se passer sur le terrain? Et ça m'amène, Pierre, à dire, regarde les dernières élections, qu'elles soient fédérales ou qu'elles soient provinciales et même municipales, OK? Quand tu fais faire un sondage, au niveau du municipal, je te dirais, oui, je m'y fierais un peu plus parce que c'est la population sondée qui va élire pour sa personne dans un milieu. Mais pour les deux autres paliers de gouvernement, quand tu fais ton sondage, ce que tu n'as pas vraiment, tu ne peux pas avoir la réalité. Oui, tu peux avoir une réalité d'une tendance sur le show. Et lorsque vient l'élection, depuis à tout le moins là, les 3 ou 4 dernières élections de ces deux niveaux-là, les sondages se sont trompés. Oui. Hein? Pourquoi? En fait, ils ne sont pas trompés. Ils ne sont pas trompés. C'est qu'ils ont donné un pourcentage de vote, mais lorsque tu viens dans la réalité du... Alors, c'est pour ça que ça devient, ça, un élément incitatif à voter parce qu'on pense que ça... Moi, j'inciterais les gens à consulter le site Québec 125. Québec 125 qui, lui, ramasse tous les sondages nationaux, mais aussi les sondages locaux, et fait un topo. Et là, on peut voir, en fait, la course aux 63 à la majorité, là, mais par comté. Je pense que c'est le site le plus complet, en fait, pour avoir une bonne analyse des sondages. Puis pour ce qui est de la période de la chasse, j'ai peut-être une idée, moi. On pourrait peinturer des orignaux. On peut mettre des bagues des fois pour les retracer, mais là, on pourrait lui mettre des logos des partis politiques, comme ça ça pourrait être un exutoire pour certains chasseurs. Ah, c'est macabre, ça, Pierre. Je fais des blagues. C'est mon humour noir. Donc, ce qui va être important au-delà de ça, ça m'amène au point de faire sortir le vote, parce qu'on voit, entre autres, que, il y a une majorité de jeunes qui sont peut-être plus enclins à voter Québec solidaire, PQ, mais on sait aussi que c'est un électorat qui va moins voter. Donc, ça aussi, ça peut avoir une incidence, non? Donc, faire sortir le vote, ça va être important, là. Ben, ça veut dire quoi, là, faire sortir le vote? Écoute, pour avoir travaillé à l'intérieur de certaines organisations, et pas juste celle-là d'ici, j'ai déjà fait d'autres élections antérieures. Tu sais, le matin, on mettait une équipe de téléphone, puis en disant, là, tu verrais avec les cartes bingo qu'on appelle, puis là, regarde, ça, dans tel coin, ça sort pas. Donc, on mettait du monde sur le téléphone pour inviter tes sympathisants qui s'étaient identifiés sympathisants à aller voter. Donc, là, tu te pétais sur la chaîne de téléphone. Qu'est-ce que les téléphonistes se font dire dans beaucoup de cas? Hey, écoute, non, dans beaucoup de cas, écoute, je sais ce qu'il y a à dire. Tu n'as pas hâte de me dire qu'il faut que j'aille voter, je le sais, mais où j'irai pas. Alors ça, là, ce phénomène-là, mais c'est pas faire sortir le vote. Non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est pas faire sortir le vote. C'est un moyen archaïque qui marchait à l'époque de Duplessis. Alors, on fait quoi? Bien là, j'ai pas la solution, mais c'est certain qu'il faut avoir des campagnes. Moi, je te dis, qu'est-ce qu'on fait? On met un cours de citoyenneté au secondaire pour que toute la population qui soit en âge de voter ait une conception et une compréhension du système politique. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, pour avoir un cours de citoyenneté de base, de comprendre notre système politique, il faut être en sciences humaines au cégep. C'est complètement absurde parce que c'est aussi important de citoyen que savoir parler français. Et au niveau, ça devrait se faire au niveau du secondaire. Oui. Plus particulièrement. En secondaire 5.
Bon, ben, on va avoir le problème des parents, mais rien que pour une couple d'années. Non, mais c'est comme ça qu'on éduque les gens. Ouais. On le voit avec l'environnement. Ouais. Les jeunes générations sont très environnementalistes et dans 2-3 générations, je ne suis pas inquiet que l'enjeu environnemental va être au premier plan. Le problème, c'est qu'il va peut-être être trop tard. Mais pour la démocratie, il n'est pas trop tard. Il faut travailler au niveau de l'éducation. Et c'est comme ça, selon moi, qu'on va changer les mentalités puis qu'on va amener les gens à aller voter. C'est pour ça que l'élément de sortir le vote, je pense, ça vient d'être changé beaucoup. OK? Actuellement, et regarde, ben là, je ne sais pas, on a eu la campagne électorale qui vient de se terminer, mais pour faire sortir ton vote, là, aujourd'hui, tu vas peut-être utiliser ce qu'on appelle davantage la technique robocall. C'est-à-dire que le jour du vote, tu regardes tes sympathisants qui se sont identifiés pendant la campagne, tu te dis, bon, ben je peux me fier sur au moins minimalement 8000 électeurs qui vont voter, qui m'ont dit qu'ils voteraient pour nous. Ces 8000 électeurs-là, le candidat ou la candidate, par le robocall, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir les appeler, OK? Et faire un appel téléphonique en disant, c'est aujourd'hui, jour du vote. Donc, le candidat ou la candidate peut s'adresser à son électorat de sympathisants. Mais la question d'aller chercher le vote avec un véhicule, la madame qui ne peut pas aller voter. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les BVA, les BVI, les BVDS, et j'ai tout appris ça, ce beau langage-là, au cours de la dernière campagne, c'est-à-dire donc les bureaux de vote par anticipation, les bureaux de vote itinérants. Quand tu dis que le directeur général des élections, dans le comté de Roberval, a mis de l'avant minimalement 7 BVI. Et eux autres, ça, c'est quoi? Ce sont des bureaux de vote itinérants. C'est-à-dire que toi, la journée du vote, où tu penses que tu ne seras pas capable d'être là, ou tu n'es plus capable de te déplacer, tu es une personne âgée et qui vont aller te faire voter chez vous. Ça, c'est maintenant les BVI, c'est ce que ça permet de faire. Mais tu sais qu'en Suisse, ils sont rendus avec des votes électroniques. Oui, mais là, tu as toute la question de c'est qui a voté. Bien, non, mais ça revient, en tout cas, moi rien sur les appels, tu dire, j'ai 8000 sympathisants qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour moi. Mais foncièrement, à cause du biais de désirabilité sociale, ce qui arrive, c'est que le monde t'appelle. Moi, il y a plein de monde qui m'ont appelé. Tu vas dire, ouais, c'est beau. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Exact. D'ailleurs, on se fie. On est tellement tanné de la sollicitation téléphonique. Exact. Et c'est pour ça que je te dis que la question de la sortie du vote, c'est important ce que tu amènes. Mais il faut qu'on regarde d'autres points. Et cette dernière campagne électorale-là, OK, entre autres au niveau du Québec, s'est faite beaucoup, dans certains comtés, exclusivement sur les réseaux sociaux. Ben oui. Les réseaux sociaux ont pris une forme d'importance dans la campagne électorale. Moi, ce que je déplore par rapport aux réseaux sociaux, c'est le peu d'engagement des gens avec qui tu parles, discutes, ou ce genre de choses-là. Ben, tu n'es pas en mesure d'avoir de langage. C'est pas une place pour débattre. C'est une place pour... Oui, mais c'est ça qu'on est en train d'en faire. Ouais, non, je sais, mais moi, je trouve que c'est un piètre outil pour débattre. C'est une place pour exposer des idées, faire réfléchir des gens peut-être. Mais moi, j'embarque dans aucun débat parce que je serais toujours en train de faire ça. Mais de ça, ce qui se dit. Mais non. C'est là que tu te rends compte que ton cours que tu parles depuis tout à l'heure, et que tu parles d'au-dessus de l'année dernière, que tu parles depuis beaucoup, et le cours à la citoyenneté est devenu un incontournable. Mais c'est parce que moi, cette idée-là m'est venue lors d'une discussion. Le PQ, à l'époque, avait parlé de donner le droit de vote aux gens à partir de 16 ans. Et la discussion amenait beaucoup à dire, oui, mais à 16 ans, je n'ai pas la compréhension ou les compétences pour avoir un bon jugement pour aller voter. Ben moi, ma réflexion, c'était, dans ce cas-là, on enlève le vote à 50 de la population. Parce que c'est pas vrai que les gens ont une compréhension. On le voit encore avec ce que Guy Nantel a fait la semaine dernière, en fait. Écoute, ça devient complètement absurde, là, la méconnaissance des gens qui ont sur leur système. Tu n'as pas aimé ça, la politique, mais je pense qu'être citoyen, le gouvernement va toujours avoir une incidence sur ta vie. Puis il ne faut pas oublier, pour avoir fait des téléphones auprès d'électeurs, les gens... La préoccupation première des gens n'est pas la campagne électorale, hein? C'est le quotidien que je viens d'avoir avec ma famille ou que je viens d'avoir au travail. Ça, c'est ma préoccupation première. Alors, quand tu la rappelles et puis que tu as eu une problématique pendant toute la journée, si tu as l'affaire, puis la journée où tu l'appelles, la personne, là, hey, écoute, tu es loin de mes préoccupations, tu ne sauras rien. Un truc bing-bang, ben on raccroche.
il y a quand même une politesse qui existe encore. Par ailleurs, ça là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Mais ça amène les gens à se dire que, oui, la politique, c'est pas ma préoccupation. Non, puis les gens sont cyniques et avec raison quand on voit tout ce Ouais, qui se passe. Là, on a exact. passé une campagne où il y avait des idées qui sont sorties, mais foncièrement, on a passé la campagne à s'insulter et à dire que les autres sont pas bons, à la place de parler de ce qu'on a à faire. Moi, j'aimerais donner mon coup de gueule à tous les partis, les principaux partis en ce moment. Je reproche à M. Couillard d'être complètement déconnecté. Moi, quand tu fais le salaire qu'il fait et tu dis que tu as probablement de la misère à arriver pour tes vieux jours, bien, Philippe, je pense que tu gères mal ton argent parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui gèrent avec beaucoup moins d'argent que ça. Je reproche à Jean-François Lisée du Parti québécois d'avoir tenté de faire une... Ils ont toujours reproché aux fédéralistes, aux libéraux de faire des campagnes de peur. Et là, ils s'en vont attaquer sortir le gros mot communiste envers le QS. Je trouve ça complètement absurde d'embarquer là-dedans quand il y a des propositions bien plus intéressantes qu'ils pourraient faire. Je reproche à QS d'être bien trop à Montréal et d'oublier foncièrement le territoire, les régions. Je le sais qu'en ce moment, ils travaillent pour gagner le plus de députés où ils peuvent gagner, mais foncièrement, ils ont une méconnaissance du territoire. Et finalement, je reprocherai à M. Legault, on n'a pas l'impression qu'il sait où il s'en va. Il est toujours en train de changer d'idée d'une journée à l'autre. Je trouve que ça manque de crédibilité. Là, on a besoin... Arrêtez de prendre vos électeurs pour des gnochons. Je pense que les gens, faites confiance à l'intelligence humaine. Moi, je suis de l'école de Rosa Luxembourg où on va dire, faites confiance aux masses, puis décentralisez les pouvoirs, s'il vous plaît, qu'on ait encore du pouvoir en région. Malgré tout ça. Je me réserve. Tu te réserves, c'est correct. Et moi, je veux donner aussi deux choses, deux coups de masse sur, selon moi, les grands oubliés. Premièrement, l'environnement. Je ne dis pas qu'on n'en a pas parlé de l'environnement, mais selon moi, c'est le seul sujet dont on aurait dû parler à tous les jours. C'est le sujet d'avenir parce que ça va être là la problématique, peu importe l'économie, la santé, l'éducation. Si on a une crise climatique dans les prochaines années et qu'on n'a rien fait, bien, vous allez voir que tous les autres on est dedans, enjeux, là, ta crise climatique. Oui, on a commencé, mais ça ça va aller de belle manière exponentielle. Oui. Et l'autre point dont on a zéro parlé, on n'a pas parlé beaucoup non plus des pauvres, comme les pauvres n'ont pas beaucoup voté. J'imagine qu'on n'a pas grand-chose à leur offrir quand ça devrait être la base de la société. Si tout le monde avait un meilleur pouvoir d'achat, l'économie serait encore meilleure. Et finalement, la culture, dont on a parlé zéro durant cette campagne électorale, à moins que pour vous, connecter les gens à Internet, c'est une promotion pour la culture. Bon, hey, j'ai fini là-dessus. Il me reste 5 minutes parce que je veux absolument qu'on parle des élections de Nouveau-Brunswick. Ah oui? Parce que là, on a vu ce qui est arrivé. Là, on a les résultats. Là, on a les résultats. C'est assez fascinant. Donc, il y a un vote de différence. Les conservateurs ont un député de plus avec 31 des voix, à peu près 31-32, tandis que les libéraux ont un député de moins avec quasiment 7 de pourcentage de plus. Il y a eu aussi Parti vert et le Parti populiste là, qui veut enlever le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Et si on faisait ça au Québec, là, on se ferait ramasser, on serait traité de raciste et là-bas, ça passe comme... en tout cas. Puis là, les deux chefs disent qu'ils peuvent gouverner. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? C'est assez fascinant. Là, on est vraiment dans le constitutionnalisme. Là. Comment va fonctionner la démocratie dans un cas comme ça? C'est parce qu'on quasiment, on reprend le même discours que quand on parlera au Québec tout à l'heure. On va te dire pourquoi. C'est qu'on en est rendu à faire en sorte que quand tu élis quelqu'un, tu l'élis dans un comté. Ouais. Et tu ne l'élis pas à l'échelle. Est-ce que la venue d'un système proportionnel n'est pas nécessaire maintenant au Québec et au Canada, si je peux m'exprimer là-dessus aussi? Et c'est là qu'on en est, parce que on élit au départ un député avec un parti politique, et au total de tes votes, c'est là que tu te ramasses avec des distorsions comme on a là. Ouais, mais... Moi, ça amène... Oui, mais ce que ça amène, c'est... Est-ce que notre système... Puis je te dirais, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis aux dernières élections? M. Trump a eu moins de votes que Mme Clinton. Et c'est lui qui est au pouvoir parce qu'il a fait élire des électeurs qui ont voté pour lui. Ça, là, c'est le phénomène du direct puis de l'indirect. Est-ce qu'on est vraiment on est encore en démocratie indirecte, même en passant par les députés tels qu'on est là. C'est quand même la position qui est peut-être la plus proche. Moi, je pense que de plus en plus, ça démontre qu'au niveau de la population, quand c'est le temps de voter, oui, je vote soit pour un individu ou soit pour un programme ou des idées. OK, ça va encore rester. Est-ce qu'on ne peut pas faire une campagne électorale où est-ce
on laisse de côté la question des individus et on discute exclusivement. Peut-être que si on imposait ce genre de choses-là, on verrait, ouais, bon, ben là, les gens... Mais de plus en plus, et ça depuis les dernières élections municipales au Québec, moi, ce que je constate, c'est que, oui, tu as un vote qui se fait en fonction fort probablement des deux éléments qu'on donne là, et ça fait en sorte que tu te ramasses 50-50. Bien, c'est pour ça que moi, le système n'est pas parfait. Je ne l'aime pas tellement d'ailleurs. Maintenant, avec une proportionnelle pure, je pense pas que ça réglerait le problème parce que là, on aurait une sous-représentation des régions. Moi, je trouve que qu'il n'est pas parfait, mais le meilleur système, c'est un peu le système allemand de la proportionnelle mixte où tu as une partie où tu aurais 2 votes. Donc, une partie pour élire le meilleur candidat sur ton territoire et une partie pour voter pour l'idéologie, le chef que tu vois comme meilleur dirigeant. Donc, par exemple, là, je vais prendre l'exemple fédéral. Là, mettons, je pourrais voter ici conservateur parce que je trouve que le candidat est très bon, mais voter libéral parce que je pense que Justin Trudeau serait le meilleur premier ministre. C'est un exemple, c'est une conviction. Là, on aura une certaine représentation régionale, donc sur le terrain, il faudrait que ces députés-là aient des budgets, surtout en région, là, je pense que ça prend une décentralisation. À part une forme de décentralisation pour en arriver à ça. Parce que sinon, dans la proportionnelle, avec les listes, proportionnelle, ça veut dire que si tu as 20 des votes, tu as 20 des sièges, donc 20 des députés. Ça se fait à partir de listes. Moi, j'aurais peur qu'on crée une espèce de spécialistes de la politique qui deviendraient élus pendant 20-30 ans à jamais être élus sur le terrain, en fait. Donc, être un peu déconnecté des technocrates comme on en a beaucoup trop déjà. Selon moi, il faut revenir au principe de subsidiarité et réaliser que les meilleures solutions vont se trouver auprès des gens qui vivent les problèmes. Sur les terrains, décentralisons, s'il vous plaît. C'est fort probablement là-dessus que toutes ces élections-là actuellement nous amènent et vont amener l'ensemble de la collectivité politique à se questionner fondamentalement là-dessus. Parce que c'est bien beau dire que, voilà, nous, on est démocratique, c'est la façon de travailler. Sauf que si cette façon de travailler-là fait en sorte que tu te ramasses dans l'inconnu après parce que, oui, tu as voté pour toi, tu as voté pour une idée, pour un programme, puis l'autre à côté, il était plus que toi qui ont voté pour l'individu. Et ce que tu te ramasses avec un individu. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'individu ne respectera pas ce que tu as comme idée, mais ce que ça veut surtout dire, c'est que tu l'as élu aussi pour les idées qu'il défend. Non, puis les gens peuvent être élus avec 33-35 exact, ça aujourd'hui. Il y a quand même plus de 60 des gens qui sont contre lui. Ça devient un peu absurde, c'est dur pour la légitimité. Hey, merci beaucoup, Jules. On doit arrêter là-dessus. Merci à vous d'avoir été là. La semaine prochaine, grosse émission. On va analyser les résultats électoraux au Québec, mais surtout dans la région. Donc, manquez pas ça. On vous souhaite une bonne semaine et manquez-nous pas la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.